Bonjour. Bonjour pour cette deuxième session sur les gaz verts. Aujourd'hui, on va évoquer le sujet du power to gas et du gas to power. Alors, la notion de power to gas, en fait, c'est de stocker l'électricité excédentaire sous forme d'hydrogène et éventuellement, après, de la recombiner en méthanation pour l'injecter dans les réseaux de gaz ou de l'utiliser en hydrogène en usage direct sur site. Ce sujet, en fait, c'est une des briques complémentaires pour décarboner le gaz. En fait, quand vous regardez les scénarios de décarbonation du gaz naturel à l'horizon 2050, quels que soient les acteurs qui réfléchissent à ces scénarios, que ce soit les scénarios de l'ADEME, de Négawatt ou de la filière gazière, vous allez retrouver à peu près tout le temps les mêmes briques. C'est-à-dire vous allez retrouver la méthanisation, la gazéification, éventuellement la gazéification hydrothermale, et après la logique de power to gas. Dans la logique de power to gas, vous pouvez avoir du power to méthane, c'est-à-dire justement cette brique où on va recombiner l'hydrogène avec du CO2 pour faire du méthane de synthèse, ou de l'utilisation de l'hydrogène brut direct en usage spécifique. Alors, en fait, la vraie problématique du power to gas, c'est le coût de l'électricité et la coût de production de l'hydrogène. C'est pour ça que c'est quelque chose qui ne se justifiera massivement que dans le cas de l'usage, de la production importante d'électricité renouvelable. Mais d'ores et déjà, il y a des solutions en local qui peuvent avoir un intérêt. Et à ce titre-là, justement, on va laisser la parole à Nicolas Bardy de Sylfen qui va venir vous présenter une solution très concrète de power to gas à l'échelle locale. Du coup, je te laisse. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, je suis Nicolas Bardy, je suis le président de la société Sylfen. Et nous, notre enjeu, c'est d'aider nos clients. Alors, nos clients, c'est des collectivités locales, c'est des entreprises, c'est des centres logistiques. Globalement, c'est des propriétaires de bâtiments, alors pas des maisons individuelles, de gros bâtiments, à faire leur transition énergétique. L'équipe est jeune, l'entreprise a moins de 10 ans. On est une trentaine de salariés aujourd'hui en pleine croissance. Et voilà, prochaine étape, c'est l'industrialisation et le déploiement massif de nos solutions. Globalement, comment on travaille ? L'idée étant d'arriver à permettre à nos clients de reprendre le pouvoir sur leur mix énergétique. Il y a une première étape d'expertise où on va regarder quel est l'ADN énergétique de leur site, qu'est-ce qu'ils consomment comme énergie, quand, qu'est-ce qu'ils pourraient produire sur site, qu'est-ce qu'ils pourraient acheter comme énergie verte locale. On pense là évidemment au biogaz. Pour arriver à faire un plan d'action qui n'est pas forcément en une fois, qui peut être progressif. Derrière, on a des outils qui permettent de faire du monitoring des consommations d'énergie du bâtiment, évidemment de la production locale quand on installe des panneaux solaires sur des sites, et puis surtout des équipements uniques qui vont permettre de stocker de manière intelligente cette énergie et de piloter les flux énergétiques. Je passe très rapidement sur la partie expertise. On est vraiment capable de reconstruire les profils dynamiques de consommation d'énergie des bâtiments, électriques, thermiques, recharge de véhicules. Et cette partie dynamique, elle est clé quand on va vouloir faire des mix énergétiques basés sur des énergies renouvelables qui sont intermittentes. Et puis la partie thermique, elle est clé parce qu'en fait, on a beaucoup de gens qui travaillent que sur l'électrique ou que sur la thermique. Mais finalement, les factures d'énergie à la fin de l'année, c'est pour tous les usages. Et l'optimisation, elle doit être globale. Deuxième élément, c'est une application qu'on est en train de... Là, vous voyez une maquette qui est toute jeune. Ça sort cet été. Et qui va permettre de suivre tous les flux d'énergie, énergie électrique, mais également énergie gaz ou chaleur, sur l'ensemble des usages. Et chose innovante, on a des algorithmes d'intelligence artificielle qui permettent d'apprendre et de prévoir les consommations d'énergie à venir. Comme on sait prévoir aussi les productions d'énergie à venir, on est capable d'avoir un pilotage proactif, une intelligence prédictive dans la consommation des énergies. Donc ça, c'est la photo de notre premier produit, le Smart Energy Hub. Et le Smart Energy Hub, c'est une machine très, très unique au monde qui associe en fait des batteries et un objet étonnant qui est un électrolyseur et pile à combustible réversible. C'est-à-dire que la même machine fonctionne une partie du temps pour faire de l'électrolyse de l'eau. Donc on prend de l'électricité, on fait de l'hydrogène. On fait aussi de la chaleur en faisant ça.
Et puis une autre partie du temps, la même machine peut fonctionner comme une pile à combustible, c'est-à-dire qu'elle va consommer de l'hydrogène ou du méthane pour faire de l'électricité et de la chaleur. Et l'idée, c'est d'optimiser avec cette machine, finalement, les flux d'énergie. Si vous avez sur votre bâtiment des panneaux solaires et que vous savez que vous allez consommer beaucoup d'électricité ce soir, finalement, la meilleure solution pour stocker cette électricité, c'est des batteries. Vous allez avoir un rendement aller-retour très très bon. Vous allez stocker cet après-midi, reconsommer ce soir. Si par contre, je vais vous montrer un exemple tout à l'heure, dans le cas d'un lycée, vous avez des surplus de solaire pendant 2 mois, finalement, les batteries, ça ne marche pas. Le coût en euros du kilowattheure, c'est-à-dire de capacité de stockage, est beaucoup trop important. Et là, l'hydrogène est aujourd'hui 20 fois moins cher que les batteries pour des grosses capacités de stockage. Donc l'idée, c'est de faire le bon mélange, en fait, en fonction de chaque projet de bâtiment. Donc à gauche, on a une image de comment ça se passe quand on a trop d'électricité. On va charger les batteries, puis on va produire de l'hydrogène qu'on va remplir dans un bidon. Alors si nos amis de GRDF développent des réseaux hydrogène, on pourra injecter aussi cet hydrogène dans le réseau. Ça nous évitera de tout stocker en local ou de manière temporaire faire des petits stocks pour éviter les problèmes d'étiage dans les réseaux de gaz. Et puis quand on n'a pas assez d'électricité et de chaleur sur le bâtiment, finalement on va décharger les batteries, on va récupérer de l'électricité et puis on va faire fonctionner notre système en mode pile à combustible à partir soit d'hydrogène tant qu'on en a encore en stock, soit de CH4. Et évidemment le CH4, plus il est bio-décarboné, mieux c'est. Et avec ça on va produire de l'électricité et de la chaleur. Et donc finalement avoir un mix énergétique le plus possible local et le plus possible optimisé d'un point de vue économique et écologique. 2 exemples, ça c'est l'exemple de réhabilitation d'un site industriel, donc on a 13 000 mètres carrés de vieux bâtiments dont il faut faire quelque chose, plus un potentiel à construire une grosse trentaine de milliers de mètres carrés. On a imaginé une solution dans laquelle tous les bâtiments neufs, on peut les couvrir avec du solaire, on peut même en mettre sur certains des bâtiments anciens. Il y a déjà une chaudière gaz et un réseau de chaleur sur la partie ancienne qu'on peut étendre sur la partie nouvelle. Évidemment, on est en 2023, donc on a plein de gens qui ont des voitures électriques, donc il faut prévoir des bornes de recharge de véhicules électriques, potentiellement des navettes hydrogène. Et finalement, en ajoutant un système de Smart Energy Hub avec des modules moyenne puissance, on est capable finalement de convertir en hydrogène les surplus électriques, parce qu'il y a des moments où on va produire trop par rapport aux usages. Cet hydrogène, on va pouvoir le réutiliser en cogénération électricité et chaleur, et on va pouvoir consommer du gaz en complément pour faire de l'électricité et de la chaleur. Quelques métriques. Si ce projet-là, on décidait d'arrêter la partie gaz et de faire du tout électrique, on émettrait énormément de CO2, 200 tonnes par an. Avec notre mix PV plus hydrogène plus du méthane du réseau, on réduit déjà de 40% les émissions de CO2 sur une périmétrique équivalente, parce que finalement le gaz, on ne l'utilise que en complément quand on n'a plus assez d'hydrogène stocké. Et puis si évidemment on arrivait à avoir en plus du gaz vert, finalement les émissions de CO2 résultantes, le reste d'émissions de CO2, c'est finalement un peu d'électricité. On n'est pas 100% autonome en électricité, donc on va quand même en acheter un peu de temps en temps. Et cette électricité, elle n'est pas à zéro en CO2. Mais la meilleure performance environnementale, elle est très claire, c'est un mix électricité renouvelable, gaz renouvelable, avec une solution qui permet de piloter entre les deux sources primaires d'énergie au niveau du bâtiment. Et évidemment, le résultat, il est exceptionnel en termes de consommation d'énergie primaire, moins 77%. Donc ça, par rapport aux normes bâtimentaires, aux décrets tertiaires, etc., c'est extrêmement positif. Et le coût total de cette énergie sur ce site-là est inférieur au fait d'avoir une solution 100% électrique. Ça, c'est important aussi. On a des retours sur investissement aujourd'hui sur ces solutions-là, parce que le solaire en autoconsommation, c'est une source d'énergie qui est moins chère, évidemment, que l'achat d'électricité sur le réseau. Autre exemple, rénovation d'un lycée. Aujourd'hui, lycée très majoritairement électrique, un peu gaz. Un potentiel solaire qui ne couvre pas la totalité des besoins, hein, loin de là. On est à un peu moins d'un gigawattheure par an, alors qu'on consomme 2,5. Même logique. Finalement, le mix existant, il émet beaucoup de CO2. Finalement, plus lié à l'élec qu'à la partie gaz, puisqu'on consomme beaucoup plus d'élec que de gaz au final. Si on fait un mélange PV plus hydrogène plus méthane, tel que je vous l'ai montré sur l'exemple précédent, on est à peu près équivalent à aujourd'hui en termes de CO2. Mais voilà, on n'est pas exceptionnellement bon, parce qu'on n'a pas beaucoup de solaire en fait sur ce site. Donc finalement, nos réserves d'hydrogène, elles vont s'épuiser très vite et on va augmenter énormément la quantité de gaz qu'on consomme sur le site. Donc on va réduire les émissions de CO2 liées à l'électricité,
mais en contrepartie, on va augmenter celle liée au gaz. Et donc, au final, le bilan, il est à peu près neutre. Si on ne touche pas à la partie élec et qu'on passe en biogaz toute la partie gaz, on économise pas mal, hein, on réduit d'un tiers finalement les émissions de CO2. Mais finalement, comme le bâtiment il est principalement électrique, il faut bien quand même continuer à acheter cette électricité. Et du coup, au final, si on arrive à faire les deux d'un coup, c'est-à-dire mettre du PV, utiliser les surplus sous forme d'hydrogène, ce qui fait que 100% du photovoltaïque il est utilisé dans le bâtiment, plus passer la partie gaz en biométhane, là on réduit des 2/3 la consommation les émissions de CO2. Et de la même façon, on économise énormément sur les factures électriques et on a un taux de retour sur investissement positif. Donc voilà 2 exemples finalement de ce nouveau mix énergétique qui est rendu possible par ces technologies hydrogène et cette logique de power to gas, gas to power. Utiliser au max tout ce qu'on peut faire en solaire sur un site, il y a besoin de l'hydrogène. Mais l'hydrogène seul n'est pas suffisant. Et donc en fait, ce mix hydrogène-gaz, c'est vraiment pour moi la clé de la transition énergétique, tout simplement. Merci de votre attention et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. J'ai une petite question. Si j'ai bien compris, la pile à combustible que vous utilisez, c'est solid oxide fuel cell? Oui, alors tout à fait. Alors je ne sais pas si je peux revenir en arrière pour vous montrer un peu la technologie. Donc là, vous avez cette photo, notre premier produit. On voit là en fait quatre modules. Le module qui est éclairé en vert tout au fond, c'est toute la partie contrôle-commande. En bleu, on a un module qui est un module d'interface avec le bâtiment. Donc c'est là qu'on a en fait tous les auxiliaires. On va avoir la purification de l'eau, les filtres à air, etc., etc. Et puis sur la partie gauche, on va avoir vraiment les modules actifs. Donc effectivement, le cœur de technologie, c'est une pile à combustible à haute température. Donc derrière ces portes, on a en fait une sorte de four. Et à l'intérieur, on est à 700 degrés. Et donc les stacks, to stack en anglais, ça veut dire empiler. Donc la pile elle-même, c'est un objet en métal et en céramique qui fonctionne à 700 degrés. Et donc cette pile à combustible, quand on l'alimente en hydrogène ou en gaz naturel et en eau, elle va produire de l'électricité et de la chaleur. Si on l'alimente en vapeur d'eau, puisqu'on a 700 degrés, et en électricité, on va casser la molécule d'eau, on va produire de l'hydrogène, de l'oxygène, et elle va fonctionner en mode électrolyse. Dans les deux cas, comme on fonctionne à 700 degrés, même si on récupère l'énergie thermique qui sort de la partie à 700 degrés pour préchauffer les gaz qui rentrent, on a quand même du surplus de chaleur, et ce surplus de chaleur, on va le valoriser sous forme d'eau chaude à 90 degrés, jusqu'à 90 degrés. Donc en fonction en fait, des sites, on va pouvoir se coupler soit à de l'eau chaude sanitaire. Par exemple, on a un projet sur des gymnases de foot dans une petite commune en Loire-Atlantique. Là, en gros, on va chauffer l'eau des douches. Ça permettra d'éviter de consommer du gaz pour faire ça, mais on ne chauffera pas la totalité de l'eau des douches, donc on va garder la connexion gaz, mais on va juste consommer moins de gaz, puisqu'on va valoriser toute la chaleur produite par la machine pour cet usage d'eau chaude sanitaire. On a d'autres projets sur lesquels, typiquement, on a un projet dans le sud de la France, où là, c'est un bâtiment sur lequel on a en plus du solaire thermique. On additionne vraiment toutes les innovations. Le solaire thermique, ça fait de l'eau chaude pas très chaude, et pour des raisons sanitaires, de bactéries, il faut surchauffer cette eau à au moins 60 degrés. Et dans le projet initial, cette surchauffe d'eau était assurée avec des chauffants électriques. Donc là, en fait, toute la chaleur haute température que nous, on produit, elle va éviter de consommer de l'élec pour surchauffer cette eau et donc optimiser le rendement énergétique du système global. Merci. Aussi, c'est un challenge pour chauffer à 700 degrés. Dernière question, c'est le délai de retour sur investissement. Par exemple, pour lycée, ça fait combien? Alors pour le projet de lycée, on est sur des calculs préliminaires aujourd'hui, on est aux alentours de 14 ans. Globalement, on est toujours sur des mix énergétiques qui sont très décarbonés par rapport à aujourd'hui et moins chers. Après, les durées de retour sur investissement, elles varient en fonction des tarifs réels de l'électricité, du gaz, des évolutions qu'on peut prévoir sur les 10-15 ans qui viennent
Et ça, je ne sais pas si vous avez une boule de cristal, moi j'en ai pas, nos clients non plus. Donc on fait des estimations, des fourchettes. Mais voilà, c'est ça les ordres de grandeur. Et globalement, avec l'augmentation récente des prix de l'énergie, les délais de retour sur investissement se raccourcissent énormément. Mais déjà, la proposition consistant à dire, finalement, vous avez une énergie au prix d'aujourd'hui. Vous avez les 2 tiers de votre énergie qui est globalement autoproduit sur site. Donc dérisquage. Et puis vous réduisez de 20, 30, 60, 80% vos émissions de CO2. C'est déjà une proposition de valeur qui tient bien la route. Bonjour, vous nous parlez de lycée là, mais est-ce que vous avez des solutions pour les particuliers? Est-ce que c'est un marché qui est attaquable? Alors en théorie oui, en pratique pas aujourd'hui. On y a beaucoup réfléchi en lançant l'entreprise. On avait 2 stratégies possibles. Une stratégie un peu type Tesla, qui est de dire finalement on commence à faire des trucs pour des particuliers riches, et puis progressivement on va industrialiser, puis ça sera moins cher, et puis ça sera accessible à tout le monde. Ou alors de partir sur une stratégie plus professionnelle, et on a choisi d'être plutôt sur le professionnel. Donc oui, à terme, une solution particulier sera possible. Mais par contre, ça veut dire que ce type de produit, donc là on a un niveau de puissance qui est déjà supérieur à ce qu'il faut à peu près d'un facteur 4 par rapport à une maison individuelle. Là, cette configuration-là, on a 2 modules actifs. On peut en faire une plus petite avec un seul module. Mais c'est déjà pour des bâtiments de 1000-1500 mètres carrés au minimum. Donc pour une maison individuelle qui ferait 200 mètres carrés, voilà, il faudrait qu'on fasse 4 fois plus petit. C'est faisable. Et après, il faut que ça puisse se trouver dans la grande distribution et monté par le plombier et l'électricien du coin. Donc dans quelques années, oui, mais pas tout de suite. Bonjour. Le biométhane, il vient d'où dans vos projets? J'ai pas compris. Tu peux répondre. En fait, le biométhane, là, après, c'est du biométhane qui est injecté dans les réseaux de gaz. Et après, le particulier ou le professionnel a différentes solutions pour acheter le biométhane. Ça peut être ou via des garanties d'origine, c'est-à-dire qu'il va souscrire auprès de ses fournisseurs des garanties d'origine, ou on commence à voir arriver des contrats de droit privé, où directement un consommateur va acheter du biométhane à un producteur. Bon, cette deuxième solution implique plutôt des volumes assez importants. Juste, Nicolas, en précision, toi, ton marché actuellement sur ce type de produit, c'est quel type de client? Alors aujourd'hui, les grands axes de développement commercial de Sylfen, et je vois qu'il y a toute l'équipe commerciale là-bas au fond qui fait coucou, c'est les collectivités locales. Il y a d'énormes enjeux de rénovation de bâtiments aujourd'hui et de respect des obligations liées au décret tertiaire. Donc c'est réduire les consommations d'énergie, les achats d'énergie des bâtiments, donc mettre de la production locale, essayer d'optimiser tous les flux. Et c'est vrai qu'entre la production locale, son usage maximum grâce au stockage, plus tout le monitoring des installations et l'intelligence prédictive pour regarder qu'est-ce qu'on va consommer et pourquoi, on a vraiment des atouts pour répondre à ces solutions-là. Deuxième cible, c'est des acteurs industriels et je dirais et logistiques avec des modèles économiques un peu différents. Et ça sur des produits qui vont être beaucoup plus puissants que celui-là. Donc celui-ci, je disais, configuration de base de 1500 à 2500 mètres carrés. Là, on a 2 modules, donc on double finalement la taille du bâtiment cible. On peut monter jusqu'à 5-6 modules. Après, pour aller sur des bâtiments encore plus gros, au-delà de 10 000 mètres carrés, on est sur, j'ai prononcé le mot tout à l'heure, des modules moyenne puissance. Donc là, ils ne seront pas intégrés dans des armoires comme ça, intégrables dans des locaux techniques de bâtiments, mais plus sous forme de conteneurs en zone extérieure. Et là, ce produit-là, il va sortir à la fin de l'année prochaine. Donc voilà, on accélérera sur le développement commercial, industriel et logistique avec ce type de produit. Une petite chose aussi par rapport à ta réponse sur la partie biogaz. On a un peu tendance en France à avoir un esprit où on cherche, on va dire, la solution miracle. Quand on travaille avec nos clients, on voit qu'il n'y a pas de solution miracle en fait. Il y a des problèmes très, très différents. On a des bâtiments sur lesquels on ne peut pas changer une chaudière pour la remplacer par une pompe à chaleur. On a des bâtiments sur lesquels on pourra mettre du PV, mais pas tout de suite.
parce qu'il faut refaire la toiture et que le temps qu'il faut pour faire ça, voilà. On a à peu près tous les sites de France qui se disent il faudrait peut-être que je commence à penser à mettre des bornes de recharge de véhicules électriques. Mais finalement, combien je vais être obligé d'en mettre? Combien ça va me coûter en électricité? Du coup, ça change complètement le mix énergétique. C'est des quantités d'énergie phénoménales. Donc en fait, on est très souvent dans une logique de phasage. Et la société, elle évolue aussi. On parlait tout à l'heure, avant d'intervenir, de réseau hydrogène. On peut très bien avoir un site. En gros, si vous avez un site tout électrique, que vous mettez voilà, qu'il n'y a pas de distribution de chaleur à l'intérieur de votre site, c'est parti pour 30 ans, vous êtes tout électrique. Si vous avez une chaudière gaz, peut-être que cette chaudière gaz, elle va se transformer en un mix de gaz et d'hydrogène, surtout si vous avez de l'hydrogène sur site. Peut-être un jour, vous aurez du biométhane, soit localement, soit à côté. Finalement, on a un mix énergétique qui est hyper résilient et sur lequel on va pouvoir progresser continuellement, step by step, pour faire la transition énergétique, peut-être en 10 ans, peut-être en 15 ans, mais sans s'arrêter et en étant toujours capable de progresser. Et ça, c'est pour moi une des clés pour réussir. Parce que si on se dit j'attends et je rêve de la solution miracle, on peut attendre très longtemps en fait. Et c'est vrai que c'est le gros intérêt des réseaux de distribution, que ça soit gaz ou élec. Bon, moi je parle plutôt du gaz, mais c'est que du coup, on va connecter les producteurs et les consommateurs sur une maille locale. Du coup, nous, côté gaz, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire biométhane. En général, le biométhane est produit en périphérie des villes. On va ramener le gaz sur les villes, sur les lieux de consommation. Comme l'a dit Nicolas, on est en train actuellement, côté GRDF, à étudier des réseaux hydrogène, justement pour compléter cette panel de solutions de distribution d'énergie en local. Et nous, globalement, si un jour on a, si je remonte la slide d'après, où là j'ai effectivement ma bonbonne d'hydrogène et un réseau qui vient, donc c'est très schématisé, mais de biogaz. Finalement, si un jour GRDF met un réseau d'hydrogène, ça va bien aussi, quoi. Voilà, la machine, elle est complètement compatible, soit tout gaz, soit tout hydrogène, soit un mix des deux avec des proportions libres. Donc finalement, on est hyper résilient, quelle que soit l'évolution finalement des solutions techniques, des prix, de l'élec, du gaz, de l'hydrogène, et puis on a une solution pour s'adapter, quoi. C'est bon. Bon, merci pour votre écoute. Si vous voulez la présentation, il y a Christelle. Laissez vos coordonnées à Christelle qui a un petit papier. Vous mettez vos coordonnées mail et on vous enverra la présentation par mail. Merci.